Diable Jump. Yo les bros, c'est Goji, on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 951. Ça va être un petit peu différent d'habitude, je vais faire une review un peu plus simple, un peu plus légère, parce que je n'ai simplement pas réellement le temps. Donc voilà, on va passer sur quelque chose d'un peu plus... en fait, un petit peu comme on faisait avant. Ne vous inquiétez pas, ça reviendra à la normale d'ici le prochain chapitre, qui sera donc dans 2 semaines et non la semaine prochaine. Là, ça sera un peu plus en mode podcast du coup. Donc ce chapitre était bien évidemment officiel, mais surtout la fin, à vrai dire, la fin était vraiment incroyable. Le reste du chapitre, les 3/4 étaient pas ce qu'il y avait de plus intéressant. Ce sont surtout des mouvements de personnages, et donc en fait ce qu'on pourrait considérer un peu comme un chapitre de transition. Mais en tout cas voilà, sauf la fin qui pour le coup annonce énormément de choses. Alors on commence avec un petit color spread qui, quand on connaît le scénario final de Stampede, tease finalement énormément de choses. Parce que oui, le scénario avait pas fuité, mais avait été entre guillemets dévoilé, vu que le film est sorti hier au Japon. De nombreux donc japonais ont pu le voir et donc avaient spoilé sur internet. Donc je les avais lus volontairement histoire de savoir un peu ce qui allait se passer, tout en gardant un minimum de surprise. Et il est vrai que ce color spread pour le coup tease beaucoup. Bref, on commence ce chapitre avec Orochi et Fukurokuju. Alors le shogun se rend enfin compte de l'incompétence des Oniwaban et décide donc de déployer une nouvelle police nommée Mimawarigumi dans la capitale des fleurs. C'est assez compliqué à dire. Alors cette apparition, l'apparition de cette troupe sonne finalement assez bien le glas de Wano Kuni, puisque Oda s'est inspiré de Kyoto Mimawarigumi, qui était donc exactement la même police au Japon durant la fin de l'ère Edo, donc avant l'ouverture justement des frontières du Japon, qui tentait tant bien que mal de gérer le chaos créé par les étrangers. Donc là on retrouve des notions assez similaires, vu que c'est le thème de One Piece actuel, avec les Mugiwara qui sont considérés comme étrangers et qui foutent le bordel un petit peu de partout, le chaos un peu partout. Alors on y découvre par la même occasion de nouveaux avis de recherche des Mugiwara et des alliés qui sont donc typiquement dans le style de Wano. Donc ça reste à voir de ce côté-là. Je pense que effectivement cette police risque d'être un peu plus intéressante que les Oniwaban, enfin j'espère, parce que pour le coup c'était un peu la déception de mon côté. Je vous en avais beaucoup parlé, comme quoi pour une troupe d'élite ils étaient vraiment finalement pas si oufissimes que ça. Donc ça reste à voir comment ça va évoluer, à quel point du coup ils seront intéressants et utiles. En tout cas ça fait encore beaucoup de personnages rajoutés d'un coup dans cet arc qui devient finalement assez colossal en termes de personnages introduits. On passe ensuite à une discussion entre Sanji et Shinobu. Là il y a 2 choses qui sont intéressantes, puisque de une, on apprend que pas loin de 1000 hommes suspectés de prendre part à la révolte des fourreaux rouges ont été emprisonnés par Orochi, ce qui fait donc 1000 soldats libérés dans la Grande Guerre. Donc finalement on parle encore une fois de Orochi qui est traître, qui est lâche et qui est un peu illuminé, mais il est pas si con vu qu'il a bien capté que ces personnages, ces soldats étaient bel et bien liés à la révolte des fourreaux rouges. Ça montre à quel point finalement il est quand même assez pertinent, assez intelligent. Ensuite on apprend que pour le festival du feu, les citoyens fabriquaient des bateaux célestes pour rendre hommage aux défunts, faisant ainsi écho à la fête des morts japonaise, le Obon. Alors c'est pour le coup, encore une fois, totalement dans le thème de l'arc actuel, puisque oubliez pas que Momonosuke, Kinemon, Reizo et Kanjuro sont censés être morts, et ce sont aussi eux à l'origine de la vengeance des fourreaux rouges, de la révolte du moins. Donc les morts, soit les samouraïs, réapparaîtront durant la fête des morts. Ça fait un beau plot twist, un beau parallèle encore une fois. Je pense qu'Oda nous réserve des scènes très belles à ce sujet durant cette fameuse fête avec le retour des Kozuki. Je pense que là pour le coup l'arc de Wano va nous gratifier des plus beaux panels de One Piece depuis un bon moment. On passe ensuite à un échange entre Nami et le groupe de Beppo. Alors là aussi il y avait 2 choses assez importantes, puisque déjà le flyer de la révolte donné par Kinemon de base a été changé par Tonoyasu, donc pour flouter un peu les pistes. 2 traits ont été ajoutés. Alors nous ça nous paraît assez incompréhensible, assez maigre. Moi-même j'ai pas compris qu'est-ce que ça pouvait rajouter de plus, mais apparemment pour les types de Wano ce changement a été bien compris, donc c'est quelque chose qui leur a bien parlé. Mais ce n'est pas tout, puisqu'on apprend que si le groupe de Beppo s'est échappé, ce n'est pas du tout grâce à leurs compétences, mais plutôt grâce à Trafalgar Law, qui s'est utilisé lui-même comme monnaie d'échange avec Hawkins. Donc l'hypothèse avec laquelle on m'a bourré le mou la semaine dernière, comme quoi Law et Hawkins avaient échangé de personnalité, semble être erronée. Bon, ça reste à voir, mais si c'est le cas, je vais pas vous mentir, ça me ferait un petit peu rire, vu le nombre de personnes qui m'ont dit que j'avais absolument rien compris au chapitre, juste car l'interprétation de cette case était différente et beaucoup plus simple. Donc oui, sans doute que Hawkins et Law ont sans doute un pacte ensemble. Il faut savoir que Hawkins, lui, je pense que ça doit être quand même assez, on va dire, un traître dans l'équipage de Kaido, comme Drake. S'ils sont sous l'ordre de Kaido, c'est pas pour rien, ils sont là pour s'approprier des informations, peut-être de gagner en puissance, et pour dissimuler certaines preuves, mais il est clair que c'est pas leur devoir, leur but de rester toute leur vie dans cet équipage. Leur but, c'est de faire
tomber l'équipage de Kaido, tomber Kaido du moins, comme c'était le cas pour Capone Bedge par exemple, qui voulait faire tomber Big Mom. Donc il faut garder en tête que déjà de base, les supernovas sont là pour trahir ceux chez qui il rentre, et donc il va sans doute y avoir de ce côté-là peut-être un deal entre Law et Hawkins pour justement tomber Kaido, et peut-être même avec DS Drake, pardon. Donc on verra, mais pour le coup ça me semble pas du tout étonnant. Et l'histoire du changement de personnalité, ben... pour l'instant ça tombe un peu à l'eau, on verra par la suite. Alors le reste est un peu plus simple puisque Kanjuro va aller enterrer les dépouilles de Tonoyasu à Kori. Le groupe d'Usopp lui s'en va vers un point de ralliement sans doute, et le groupe de Kinemon, Ashura Doji et Inuarashi découvrent l'existence d'un port abandonné avec plusieurs bateaux. Alors les bateaux sont d'ailleurs d'une telle taille qu'ils pourraient accueillir je pense plusieurs milliers de combattants. Il manque juste finalement Franky pour y retaper et tout sera bon. Alors au final tout ça montre qu'on arrive bientôt au moment fatidique du raid contre Onigashima. Je donne à peu près encore une dizaine de chapitres avant le début du rassemblement. En tout cas je pense que d'ici le chapitre 965-970 la guerre aura commencé, ou du moins commencera dans les chapitres à venir. Là c'est vraiment sur le feu pour le coup, et ça va donc bientôt commencer. Il faut dire qu'on est quand même déjà au chapitre 951, n'oubliez pas que l'arc de Wano Kuni a commencé au chapitre 908 ou 909, donc c'est assez fou comment le temps passe vite, et on est presque donc je pense à la moitié de l'arc. C'est incroyable. Donc il nous reste encore je pense, allez on va dire pas la moitié de l'arc, mais il nous reste bien 1 an et demi ou peut-être 2 ans à Wano Kuni dans son intégralité. Alors là où le chapitre justement 951 marque l'histoire, c'est d'ailleurs sur sa fin. Alors le lieu c'est Onigashima et les personnages ce sont Kaido et Big Mom. Alors cette dernière est captive, on la retrouve très bien nourrie par son ennemi, étonnamment. Là on va pas se mentir, soit Kaido connaît bien son instabilité quand elle ne mange pas et donc le danger qu'elle représente, soit il tient plutôt bien à son ancienne Nakama, donc pour la chouchouter comme ça. Je penche un petit peu pour les deux personnellement. Il est plus probable qu'il flippe que Big Mom détruise Onigashima dans sa folie, il est clair, mais en même temps ça m'étonnerait pas de le voir un peu, entre guillemets, pas tenir à elle. Je parle pas de romance non plus entre eux, mais c'était quand même des personnages qui se connaissent très bien, et malgré toute l'envie qu'ils ont de s'entretuer, on voit qu'il y a quand même une sorte d'amitié enterrée, enfouie derrière tout ça. Du moins il me semble qu'il y a quand même un respect assez mutuel. Mais oui, je pense quand même qu'il est plus probable qu'il flippe que Big Mom détruise Onigashima dans sa folie, ça me paraît assez logique. Et ça m'étonnerait pas puisqu'on voit à quel point justement King, Queen et Jack qui sont là devant la Yonko redoutent Big Mom, ce qui fait taire la bouche d'ailleurs de ceux qui pensaient que Big Mom était faiblarde et bien plus que Kaido. Là je trouve qu'on voit que sa puissance et sa rage sont redoutées tous, et même sans doute par Kaido. Donc ça l'a fait monter, je pense, un peu plus dans l'estime de beaucoup, et ça montre que Big Mom a cette puissance qui n'est absolument pas négligeable, et c'est pas nécessairement la plus faible des Yonko, au contraire. Alors c'était très intéressant puisque Big Mom a proposé à King, pour se racheter donc du coup dans le bateau qu'il avait porté au tout début de son introduction dans Wano Kuni, de rejoindre son pays et sa famille, puisqu'il lui manque 3 races actuellement, dont celle de King qui est apparemment très rare. Alors ça c'était l'info qui était un peu inespérée dans ce chapitre. Alors dans la famille de Big Mom il manque actuellement les géants, et 2 autres races encore éventuellement inconnues à ce jour, dont une qui a disparu avec le temps, et cela semble être celle de King. Personnellement c'est très bête, c'est peut-être très con, mais vu les ailes j'ai pensé à un ange. Le fait de dire que sa race a disparu m'a donné une impression vraiment importante, et je me suis dit que finalement des êtres à peu près divins, outre les Skypéiens, les Bilkans ou tout ça, aurait été finalement une place assez logique au final. Donc je me suis dit éventuellement pourquoi pas quelque chose lié aux anges pour King, vu son aspect en plus assez démoniaque, ça ferait un bon rapport avec Lucifer et le fameux ange déchu. J'en avais parlé dans une de mes théories sur comment il s'appelle, sur King justement. Donc voilà, ça reste à voir, mais en tout cas j'ai été vraiment excité de réaliser qu'il reste un nombre assez important de races à découvrir dans l'histoire. Je m'en étais pas rendu compte, et dire que voilà il y a des races qui ont disparu etc, c'est wow, j'ai hâte, j'ai vraiment très hâte. Alors on arrive au moment le plus important, Kaido qui se ramène et qui ordonne littéralement qu'on libère Big Mom. Alors aucune idée de pourquoi ça lui tient tant à cœur, du coup je pense sincèrement encore une fois qu'ils s'estiment beaucoup tous les deux. Et d'ailleurs ils se saluent de la meilleure des manières, puisqu'à peine Big Mom libérée, qu'elle invoque Napoléon pour échanger un seul coup avec Kaido, un coup qui divisera les nuages et déchaînera la mer. Donc bien évidemment la page est incroyable et l'ambiance qui en dégage est frissonnante, mais n'oubliez pas que ce n'est que le début. Le futur dans One Piece ne sera composé que de ce genre de pages, il faut s'y habituer. Effectivement, je vois énormément de personnes qui estiment déjà Oda en tant que maître après cette page, mais les gars,
dites-vous que c'est rien. C'est vraiment, moi je pars du principe que ça sera rien comparé à ce qu'on va voir par la suite. Si on commence à estimer qu'Oda est un vrai mastermind, un vrai génie d'avoir dessiné un combat entre Yonko, mais qu'est-ce que ça sera par la suite? J'ai pas vu dans le futur, je suis pas Oda, mais je pense qu'il nous réserve encore des choses bien plus lourdes, bien plus impressionnantes, bien plus imprévisibles surtout, qui va nous faire vriller. Donc oui. Certes, c'était incroyable et c'est une page que j'ai adorée, une de mes préférées sans doute de Wano, parce que ça enfin, ce combat entre Yonko qu'on attendait tant, ou du moins ce combat c'est un bien grand mot, mais cet échange entre Yonko, mais ça sera rien, il faut s'y habituer les gars, par la suite ça sera 10 fois pire sans doute. Alors quel est le futur de Kaido et de Big Mom du coup? Moi perso, je pense pas de combat. Franchement d'après moi il n'y aura pas de combat, il n'y a pas réellement d'intérêt, il s'agit juste d'une fameuse passe d'armes un peu façon Shanks et Barbe Blanche. Dans le cas de ces derniers d'ailleurs c'était pour clôturer une conversation, tandis que pour Big Mom et Kaido c'est justement pour la lancer. Donc je pense pas que ce soit une histoire de combat, mais plutôt un deal, comme les Supernova qui font des deals entre eux pour un ennemi commun. Je pense que Kaido et Big Mom vont sans doute raviver le passé, comme je l'ai dit à de multiples reprises, et c'est à ce moment-là qu'on va en savoir plus sur les Rocks. On risque d'ailleurs de vivre révélation sur révélation par la suite. Personnellement, j'ai toujours du mal à imaginer que leur alliance dure vraiment sur le long terme. Déjà, affronter un empereur tel Kaido, c'est assez inespéré pour Luffy et les autres, mais alors Big Mom en plus, ça paraît totalement surréaliste. Moi, j'ose espérer quand même que Big Mom ait toujours un peu de compassion pour des personnages comme Otama, avec qui elle s'entendait bien, pour justement éviter de suivre Kaido, mais là, je vis un peu dans le monde des bisounours. D'ailleurs, n'oublions pas que la famille Charlotte cherche toujours Big Mom, donc ils risquent de débarquer sur Onigashima de façon assez violente pour sauver leur mère. Je ne sais pas quand ni comment, mais ça serait assez intéressant de les voir vraiment se dresser devant des personnages bien plus puissants qu'eux pour justement sauver leur mère. Ça serait un petit moment émouvant. Après moi pour l'instant, même si j'ai adoré cette fin de chapitre, je suis plutôt impatient de découvrir le fameux plan des deux Yonko, comme je vous le disais à l'instant. Quelle sera l'influence de Big Mom sur cet arc? Va-t-elle se rallier à Kaido pour récupérer Luffy, etc. etc. C'est vraiment, je pense, le point le plus important. Et d'ailleurs, c'est peut-être lui la clé finalement, Luffy, tout simplement. Leur désir à tous les deux sera de le récupérer, de se venger. Donc il sera peut-être une fois de plus emprisonné à quelque part. Alors moi, pour le coup, je me suis dit, ça serait marrant d'imaginer Garp vouloir sauver Luffy des mains de Kaido et de Big Mom alors qu'il a justement vaincu leur capitaine il y a plusieurs dizaines d'années. Ce serait un magnifique parallèle pour le coup et ça permettrait à Garp de donner un peu plus cet aspect paternel qu'il avait... qui était ressorti sur Marineford quand un de ses petits-fils était en danger. Je suis vraiment impatient de savoir ce qui va se passer. Les chances de Luffy sont vraiment faibles pour le coup. Big Mom et Kaido, eux, se foutent de l'histoire des samouraïs, ils se foutent de la rébellion des fourreaux rouges et tout. Eux, ils veulent juste, je pense que Luffy paye pour avoir nuit à leur business. Donc, je pense que là, tout va se tourner autour d'éventuelles révélations entre Luffy, Shanks, peut-être Garp et puis tout ce qui est autour des Rocks. Ça va être, je pense, assez oufissime. Donc voilà les bros, cette review du chapitre 951 est terminée. C'était tout ce que j'avais à dire dessus. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Et puis bah, pour le coup, portez-vous bien, passez un bon week-end. Et puis, peace les bros.